Europe 1, il est 6h44. Thomas Soto. Et c'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui suit pour nous la campagne aux États-Unis et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Tiens, Natacha Polony n'est pas arrivée ce matin. Pas facile ce matin de trouver un fil conducteur à la presse. Autrement dit, ça part un peu dans tous les sens. Alors, faute d'inspiration, aujourd'hui en France dégaine un sondage en une. C'est toujours pratique, un sondage. 72% des Français seraient opposés à la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, un impôt que les candidats à la primaire de la droite veulent pratiquement tous abandonner. L'opinion a choisi le sien de candidat ce matin, c'est François Fillon, le moment de vérité. Libération se concentre sur François Hollande. Hollande et la banlieue, le rendez-vous manqué. Le bilan n'est pas très rose, écrit Libé, et les promesses non tenues pour les quartiers sensibles suscitent d'importantes frustrations. Et pourtant, malgré un bilan qui ressemble de plus en plus à un dépôt de bilan, malgré le malaise au PS, Hollande persévère, titre Le Figaro. Et pourtant, aujourd'hui, promet l'Everest par la face nord à Monsieur 4%. Monsieur 4%, c'est paraît-il le nouveau surnom donné au chef de l'État. Donc l'Everest par la face nord dans sa course à l'Élysée. Le journal qui a comparé sa popularité à celle de ses prédécesseurs 6 mois avant la présidentielle. Alors François Mitterrand était à 60% en 87, Jacques Chirac à 57% en 2001, Giscard à 51%, mais ça ne l'a pas empêché d'être battu en 81. Nicolas Sarkozy à 24% il y a 5 ans. Conclusion, la réélection de François Hollande tiendrait de l'exploit sportif. Au pire, il lui restera le game, titre 20 minutes, c'est la une de 20 minutes. Emploi, les jeunes sont dans le game. Selon une étude, c'est l'autre nom pour un sondage, une étude, les 15-24 ans donc placent le jeu vidéo dans le top 5 des industries où ils rêvent de travailler. Là j'avoue, pour moi, c'est game over. Marion, encore. C'est à vous de jouer. Dans l'Union, ce matin, Emmanuel Macron détaille un peu son calendrier. Il annoncera d'ici la fin de l'année ses intentions. Une chose semble certaine, il ne devrait pas participer à la primaire de la gauche, qu'il décrit comme une primaire du Parti socialiste, qu'il ne se fait pas sur une base idéologique claire, mais pour préserver un appareil. Dans les Pyrénées, on attend la pluie. Selon l'Éclair, il ne reste plus qu'un mois de réserve d'eau dans les lacs de montagne. Et puis dans les vignobles, on attend des étoiles. Virginie Ledoyen ou encore Eddie Mitchell, ils font partie des 5 artistes qui présideront la vente des hospices de Beaune le 20 novembre prochain. C'est à la une du Bien Public. L'histoire du jour, Marion, c'est celle d'une fourrière qui n'est pas vraiment exemplaire et c'est le Progrès qui nous en parle. Ou quand la dépanneuse ne respecte pas elle-même le code de la route. C'est ce qui se passe à Lyon. En début de semaine, le magazine Auto Plus révélait que 2 dépanneuses immatriculées en Belgique sévissent dans la ville. Non seulement, précise le Progrès, l'une n'a pas les mêmes plaques à l'avant et à l'arrière, mais en plus, normalement, selon le code de la route français, pour circuler, une dépanneuse doit avoir obtenu une homologation et 2 cartes, une blanche et une grise, avec donc les plaques correspondantes. Logique. Que font donc ces dépanneuses belges à Lyon ? À la mairie, où le Progrès a passé quelques coups de fil, évidemment, on met en avant le délai de 3 mois pour régulariser l'immatriculation, sauf que là, il ne s'applique pas, ce n'est pas une voiture normale, précise le Progrès. Et en attendant, le quotidien de s'interroger, que se passera-t-il si un treuil casse et provoque un accident ? Les assurances pourront-elles jouer ? En tout cas, pour ceux qui se seraient fait enlever leur voiture par ces dépanneuses belges, ça ne change rien, pas de contestation, c'est l'infraction initiale qui compte. Si la fourrière lyonnaise pouvait aller enlever les autres fourrières, ça ne réglerait pas nos problèmes d'automobilisme, mais ça nous ferait quand même bien plaisir. Axel de Tarlet, rachat d'entreprise, la boulimie chinoise inquiète le monde et ça inquiète le Figaro qui en fait sa une ce matin. Exactement, parce que vous savez que les Chinois veulent monter en gamme et donc ils sont en train d'acquérir les spécialités de chaque pays. Alors chez nous, ils ont regardé notre spécialité, c'est le tourisme, donc ils rachètent toutes nos entreprises de tourisme. Alors on en parle beaucoup, le Club Med, Campanile, Accor. Et là, leur dernière cible, c'est, figurez-vous, la Compagnie des Alpes. La Compagnie des Alpes, ce sont toutes les remontées mécaniques des Alpes. Il y a toutes les stations, Méribel, Les Ménuires, Val d'Isère, Serre Chevalier, La Plagne, Chamonix. Mais c'est aussi le parc Astérix, le musée Grévin, France Miniature, le grand aquarium de Saint-Malo. Oui, monsieur, ce sera bientôt chinois. Bon, le musée Grévin, ils peuvent le prendre. Alors, en Allemagne, pardon. Ils font, alors, chaque pays, en Allemagne, là, c'est pas le tourisme qui les intéresse, ce sont les pépites technologiques. Mais il y a un vrai raidissement. Berlin, hier, a bloqué le rachat d'une entreprise de puces électroniques, une entreprise allemande qui s'appelle Extron, sur les conseils des intéressés, bien évidemment, des services secrets américains qui ont dit attention, avec ces puces électroniques allemandes, les Chinois vont perfectionner leur bombe atomique. Donc vous voyez, ni une ni deux, Berlin a bloqué l'opération. Il y a donc une peur économique
et politique. Et souvenez-vous, quand Theresa May est devenue Premier ministre de Grande-Bretagne, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a gelé l'EPR, le projet d'EPR Hinkley Point. Pourquoi ? Pas du tout à cause des Français, parce qu'il y avait les Chinois qui faisaient partie de l'aventure. Et alors les Anglais ont dit, alors déjà bon, les Français ça va, on les accepte, mais on ne va pas confier nos centrales nucléaires à des opérateurs chinois. Donc vous voyez, il y a un vrai raidissement et partout on observe que les pays veulent mettre des barrières contre cette invasion entre guillemets des capitaux chinois. Voilà donc à lire dans Le Figaro ce matin, la campagne américaine. On retrouve Xavier Yvon qui est en Caroline du Nord ce matin. C'est un des États décisifs, un swing state comme on dit, un de ceux qui vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et vous avez assisté, Xavier, à un meeting cette nuit de Donald Trump. Alors racontez-nous comment ça se passe un meeting Trump de l'intérieur. Alors ça commence un peu comme cette chronique avec une musique pompeuse. Et il y a aussi une drôle d'annonce. Si des manifestants anti-Trump ont infiltré le meeting, surtout, ne les touchez pas s'il vous plaît, appelez les services de sécurité. Oui, il y a déjà eu des dérapages. Ah ouais. Et puis, évidemment, Donald Trump descend du ciel parce qu'il arrive en avion, meeting sur un aérodrome, c'est pratique. Donald Trump sort de son Boeing noir frappé de son nom et déroule son discours type où il coche toutes les cases. D'abord, je suis le candidat anti-système, la moitié de nos politiciens sont corrompus, l'autre est stupide. Bien sûr, la pire, c'est Hillary la crapule, sa formule favorite. Là, la foule se met à scander immanquablement. Lock her up, mettez-la en prison. Ensuite, c'est le tour des médias qui mentent. Trump désigne l'estrade des journalistes et des télés. Tout le monde se retourne. Un type à la casquette rouge fait des doigts d'honneur aux caméras. Bonne ambiance. Vient la case, on nous vole nos jobs. Ils sont partis en Chine ou au Mexique. Trump promet même de forcer Apple à construire ses iPhones aux États-Unis. Et puis dès qu'il dit Mexique, il y a forcément quelqu'un qui crie construisons le mur, celui promis par Trump pour fermer la frontière. Et vient alors le tour des immigrants illégaux qui sont des criminels. Je vous cache pas qu'il y a un petit côté disque rayé chez Trump, mais ses fans viennent le voir comme ils iraient au concert pour leur groupe préféré. Ils connaissent par cœur les paroles. J'étais au milieu de la foule et je les entendais finir ces phrases. Alors dans la foule, il y a que des blancs. Certains supporters sont des caricatures, comme ce retraité qui m'a répondu sur les propos obscènes de Trump. Au moins, ça prouve qu'il n'est pas homosexuel. C'est une bonne chose. Voilà, vous apprécierez. Ouais. Mais on croise aussi ce couple de restaurateurs touchants, désespérés de ne pas s'en sortir et qui voient en Trump son seul espoir de changement. Voilà, à force de dire du mal de Donald Trump, il vous a saboté vos moyens techniques. Donc vous étiez au téléphone au début de la chronique et heureusement on vous a récupéré au propre, comme on dit, par la suite. Merci Xavier Yvon. L'extraordinaire histoire du Concorde, c'est ce soir à 20h50 sur RMC Découverte. Eva Roque. Oui, 13 ans après sa disparition de l'espace aérien, ça reste quand même le plus bel avion du monde avec son nez basculant. L'avion supersonique a été le fruit de la collaboration entre ingénieurs français et ingénieurs britanniques, comme le raconte ce documentaire. 2200 km/h au compteur, une performance résumée par cet ingénieur. Concorde, ça revient à mettre 100 passagers dans une balle de fusil, pour faire simple. Et oui, c'est quand même un sacré défi. C'est pas très engageant raconter comme mais ça. En fait, on appelait aussi l'avion fusée. C'était vraiment ça le nom du Concorde, dont vous allez tout savoir sur un plan technologique. Alors la partie technique du documentaire est trop longue à mon sens. En revanche, le témoignage de ceux qui ont vécu cette aventure est absolument passionnant, comme Béatrice Vial. Elle est une des 2 femmes pilotes du Concorde et elle en parle encore aujourd'hui avec émotion. Pour moi, c'était un rêve inatteignable. Dans mon imaginaire, jamais je ne pensais que je pourrais un jour piloter cet avion. Alors, voler en Concorde, c'était un privilège. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a eu la chance de faire un vol à bord de cet avion. Qui peut nous raconter ses souvenirs ? Non. Personne. C'est vrai que c'était réservé quand même à des gens fortunés. Moi, j'en ai eu à un petit à Noël. Ah bah, Vous pouvez raconter ? C'était plutôt des célébrités qui prenaient le Concorde. Caroline, elle est hôtesse de l'air. Elle a réalisé plus de 3000 heures de vol, dont un voyage avec une star. Quand monsieur Michael Jackson un jour m'a pris gentiment le micro alors qu'il attendait qu'une toilette se libère pour un de ses enfants, il s'est mis à chanter, on l'entendait très bien. Ça n'a pas duré longtemps, mais les passagers ont applaudi. Vous imaginez la scène Michael Jackson qui prend le micro pour chanter une chanson dans l'avion. Voilà. Alors ça, c'est aujourd'hui, frustrant. c'est Barbelivien sur EasyJet, quoi. Non, j'ai rien contre EasyJet et rien contre Barbelivien, c'est pour faire un bon mot. Allez-y, continuez. Alors, je vais vous dire, c'est assez frustrant en fait de ne pas avoir entendu plus d'histoires humaines de ce genre-là pendant le documentaire. Mais moi, de revoir les images de cet avion que j'allais admirer quand j'étais enfant sur les pistes de l'aéroport de Nice m'ont enchanté. Et c'est quand même un des plus beaux joyaux de l'aéronautique au monde. Voilà, l'extraordinaire histoire du Concorde sur RMC Découverte. Et c'est à 20h50. Et tous ceux qui connaissent mon goût pour la variété française savent que j'aime beaucoup ce que fait Didier Barbelivien. Et j'assume. Allez, à demain les amis.